Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 34e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve comme chaque semaine avec mon copilote Greg Dyser. Bonsoir Greg. Salut Pierre, ça va? Tu as réussi à réparer? On peut partir dans On l'hyperespace? peut partir dans l'hyperespace et le troisième larron qui sera avec nous ce soir, notre Ben Kay de la soirée. J'ai pas dit Musashi, si vous avez la référence, tant mieux pour vous. Il s'agit de Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir tout le monde, Salut Marc. ça va bien? Ça va très Oui, bien ça et va et toi? toi? Et on te souhaite Merci. une bonne fête nationale puisque tu nous viens tout droit du Québec. Oui, je vous remercie, on va fêter ça ce soir. Ah, super. Donc, bon, Écoute, tu peux peut-être commencer par te présenter, Marc? Oui, OK, parfait. Moi, je suis un grand amateur de livres, puisque je travaille dans une bibliothèque, donc je suis en contact avec les livres pratiquement 365 jours par année. Même que pendant mes vacances, je ne touche pas aux livres parce que je suis un peu tanné. Puis, je suis surtout un grand amateur de BD parce que je suis né dans une famille qui avait beaucoup la bande dessinée, donc j'adore la bande dessinée, surtout franco-belge. Mhm. Puis, ben, j'en parle beaucoup. Maintenant, je fais beaucoup de chroniques. J'en discute là, pendant mon podcast que nous avons, le podcast des Crinqués, qu'on fait tous les 2 semaines. Alors, moi, je m'occupe de la partie littéraire du podcast. Alors, c'est ça. Moi, je baigne dans la bande dessinée et dans tout ce beau monde de la culture pop et la culture geek. Et c'est le fun maintenant qu'en 2022, on n'est plus réservé dans nos sous-sols, que la culture geek est populaire et maintenant rendue partout. Fait Et que, oui. et c'est pour ça qu'on lui rend honneur chaque semaine. oui, Et toi, Greg, ça c'est peux-tu te plaisant. représenter comme tu le fais chaque semaine? Écoute, moi je suis Greg Dyser, je suis illustrateur et auteur de bande dessinée et je travaille en ce moment sur ma prochaine BD qui sort l'année prochaine. Ça y est, je commence à avoir la date précise. Maintenant, on sait que ça va être à la fin du printemps. Et voilà, il faut que je carbure à fond. Et toi, Pierre? Donc, moi, je suis responsable de la communication numérique pour une collectivité territoriale. Et sur d'autres missions dans une galaxie lointaine, très lointaine, j'ai été responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Il est Voilà, fort, voilà. il est fort. Donc, je rappelle le principe du café multiverse. Nous avons vu tous les trois une œuvre. En l'occurrence, cette semaine, ce sera Obi-Wan Kenobi, la nouvelle série de Disney+. Mais nous ne savons pas les uns et les autres ce que nous en avons pensé. Enfin, ça, c'est le principe habituel de l'émission. Mais cette semaine, c'est un petit peu Et spécial oui, parce que, on a ressenti des perturbations dans la force. effectivement, On a senti que on n'était pas complètement en paix. J'ai senti des turbulences chez Pierre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, hein, vraiment, je tiens à le dire, Marc, c'est pour ça qu'on est venu te chercher comme invité, parce que j'ai cherché, moi, dans mes réseaux, comme ça, si j'avais quelqu'un qui était très enthousiaste pour la série. Et j'ai vu que tu la défendais bec et ongle bec et ongle, pardon, sur tes réseaux devant des gens, voilà, on va dire la moyenne du fan de Star Wars qu'on connaît, hein, celle qui râle tout et puis il n'y a rien qui va. Donc voilà. Et je me suis dit, on avait bien besoin du côté clair de la force avec nous ce soir pour nous pour ramener accompagner. l'équilibre dans la force, a priori, Marc Exactement. sera l'élu ce soir. C'est ça. Oh, Voilà. ça finit bien pour l'élu dans l'histoire, alors je vais prendre ce rôle-là, c'est bien. Parfait. Donc, sans plus tarder, la première question que je pose à Marc, du coup, à laquelle on va tous les trois répondre tout de même. Pourquoi? Marc, quand on a annoncé, quand tu as entendu parler de cette histoire de série Obi-Wan Kenobi, qu'est-ce que tu as ressenti, toi? Est-ce que ça t'a inspiré? Est-ce que tu t'es dit encore une nouvelle série? Comment ça s'est passé? Ben, ça m'a inspiré parce que je suis un fan de Star Wars, donc tout ce qui va sortir sur Star Wars, je vais le consommer. C'est sûr et certain, je ne me pose pas de questions. Je manque d'objectivité, aucun problème avec ça, je m'assume. Alors moi, j'ai tout consommé, tout ce qu'ils m'ont donné, les séries, les bandes dessinées, je lis tout, je regarde tout. Alors oui, je suis excité parce que c'est un personnage qui est quand même un personnage qui est fort dans la série et qui avait une longue période où on ne savait absolument rien de son histoire, bien qu'on a eu quelques fragments dans les bandes dessinées avec les journaux d'Obi-Wan et les trucs qui ont sorti, mais on n'avait rien sur l'écran. Et oui, alors moi, c'est automatiquement, j'attendais cette série avec impatience, comme j'attends toutes les séries de Star Wars avec impatience. Alors, j'avais hâte de voir qu'est-ce qu'il allait faire. Et le retour de Van McGregor aussi en Obi-Wan, là, je veux dire, qui nous avait donné un magnifique Obi-Wan Kenobi dans la prélogie, dans l'épisode 1, 2, 3. Alors, oui, j'avais hâte. J'avais hâte de voir où ce qui s'en allait avec ça.
qu'est-ce qu'il allait nous raconter comme histoire aussi, comment il allait faire le pont également avec tout ce qu'ils ont lancé dans les airs, parce que c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'incohérences aussi avec tout ce qui a sorti avant, parce qu'on a commencé ces histoires-là dans les années 77, alors c'est pas facile de racoler tout ça. Alors, donc j'avais très hâte de cette série-là. Oui, je fais une petite parenthèse là-dessus pour ceux qui connaissent pas forcément, on va dire, l'historique de la franchise Star Wars à travers les années. Alors tu me rattraperas, Marc, si je dis des bêtises, parce que je ne suis pas forcément un spécialiste. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, une fois que Disney a racheté la licence, ils ont décidé que certaines œuvres n'étaient plus canon, donc elles ne s'inscrivaient plus dans la logique Star Wars, c'était dans ce qu'ils appelaient l'univers étendu. Voilà. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont pu créer, là, on va dire, la nouvelle trilogie, puisqu'il existait déjà une suite à la trilogie originale 4, 5, 6, une suite en livre, donc qui n'a pas été reprise dans les films. Et malheureusement, on va se le dire, malheureusement, la trilogie de Timothée Zahn aurait fait une très, très belle suite. Mais oui, depuis 2014, alors, tout ce qui s'est fait avant a été mis à ce qu'on appelle la légende de Star Wars maintenant. Star Wars Légende. Il y a eu beaucoup de choses ont été faites qui étaient très bonnes d'ailleurs, mais c'était un peu avant 2014, il faut se le dire aussi, là. C'était un peu pêle-mêle, hein, parce que George Lucas, il s'occupait pas beaucoup de tout ce qui était dans l'univers étendu. Il croyait pas trop à ça non plus. C'était pas son dada, fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de choses. C'est pas toujours évident non plus de garder une ligne directrice. C'est pour ça qu'en 2014, Disney a décidé de mettre droite la ligne. C'est pas une mauvaise chose, à mon avis, bien que ça fait un petit pincement au cœur, parce que nos belles histoires qui nous ont fait tant rêver maintenant deviennent la légende. Mais et toi, Greg, alors? Alors, moi, par rapport à la prélogie, on peut dire que Obi-Wan est campé par Ewan McGregor. C'était mon Ewan ou Ewan, je sais pas comment on dit. C'était mon personnage préféré, en fait. J'aimais bien d'ailleurs, avant que le 3 sorte, avant l'épisode 3 sorte, je disais j'espère qu'il va pas arriver quelque chose de mal à Obi-Wan parce que bon, c'est mon personnage préféré et les gens me disaient non, lui il va rien lui arriver. Et il y a un petit côté, comment dire, j'étais un peu partagé quand ils ont annoncé la série. Donc avant, je crois même qu'il y avait un projet de film. Hein, oui, effectivement. De mémoire, il y avait un projet de film, mais qui a été annulé suite à, on pourra peut-être en reparler, l'échec de Solo. À l'échec de Solo. Voilà, on pourra en faire une parenthèse tout à l'heure. Vas-y, continue. C'est ça, ils se sont dit les films en solo ça marche pas, donc et puis là en plus ils avaient des beaux succès avec Mandalorian, donc merci. Ils avaient des beaux succès avec Mandalorian, donc ils se sont dit on va se permettre. Et donc je suis partagé parce que d'un côté je me dis les acteurs ils ont l'âge qu'ils ont maintenant, donc ils ont l'âge pour faire les personnages à 10 ans plus tard, donc à tout ils vont pas se priver et on va pas les. Enfin moi je me dis s'ils ont les sous pour le faire, et puis, je trouve, genre, ça aurait été dommage qu'ils le fassent pas, un petit peu comme. Et pour la petite anecdote, Ewan McGregor a l'âge qu'aurait eu Alec Guinness s'il avait joué le personnage de Obi-Wan Kenobi à ce moment-là de Star Wars, à cette période-là. Voilà. Et donc enthousiaste pour ces raisons-là. Après, moi, je le dis assez souvent sur l'émission, je suis pas forcément fan des préquels. Je suis rarement ni forcément enthousiaste à l'annonce, encore moins dans le résultat, parce que je trouve que même quand ils ont fait la prélogie, par exemple, s'attacher à des personnages pour savoir que de toute manière comment ils vont devenir, enfin on sait ce qu'ils vont devenir. Donc finalement, je suis plus comment dire, attiré par les incohérences et par ce qui colle pas, comme Obi-Wan qui dit dans l'épisode 4 qu'il a jamais eu de droïde. Enfin, tous ces trucs-là, en fait, ça me fait me rendre compte que tout ce qu'on réécrit tu sors avant... du film dès que tu entends ces choses-là, en fait, un peu. Voilà, malgré moi, hein, parce que j'ai envie d'être enthousiaste. J'ai toujours envie d'être enthousiaste, mais ça me fait... Voilà, les incohérences ont tendance à me faire sortir de là. Et là, on est encore dans un autre cas de figure. C'est qu'on n'est même pas dans la préquelle, on est dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui fait suite à une trilogie où, quelque part, ils avaient déjà tout dit. C'est-à-dire, toi, tu vas sur Tatooine, Yoda va sur Dagobah, toi, tu vas veiller sur le petit, la petite, elle va aller chez des parents adoptifs sur Alderaan. Tout était déjà mis en place. Donc là, d'entrée,
comment dire, le scénario ne peut être que casser ce qu'on sait déjà pour nous faire revenir à un statu quo qui est celui qu'on connaissait déjà. Donc, dès le départ, je me dis, est-ce que ça sert à quelque chose? Ouais, effectivement. Alors, je suis pas comme toi. Moi, j'aime bien les préquels. J'aime bien qu'on nous raconte ce qui s'est passé. J'avais beaucoup aimé le film de Solo. J'avais aimé de voir ce personnage, ancien Stormtrooper, devenir le chasseur de primes qu'il était, comprendre pour quelle était cette relation avec Jabba qui est dépeint au début de l'épisode 4, pourquoi il en était arrivé là. Mhm. Euh, et euh, quand la série Obi-Wan a été annoncée, par contre, là j'étais un peu plus comme toi, je me suis dit, enfin, j'avais l'impression qu'on avait fait le tour de la question. Mhm. Je savais même que il était déjà apparu dans les séries, je sais plus si c'est Star Wars Rebels ou un autre. J'avoue, je les ai pas C'est regardé Star Wars Rebels, ouais. les séries animées. Où d'ailleurs il croise le personnage dont j'ai oublié le nom, Darth Maul. Darth Mhm. Maul, voilà. Voilà. Je me disais, bon, bah, peut-être finalement, on va voir ça, on va voir la version live de ce qu'on voit dans Rebels. Bon, donc, j'étais quand même, j'étais positivement curieux, on va dire, de voir ce qui allait arriver à ce personnage. Mais, y a-t-il un mais? Veux-tu faire le mais, Greg, avant qu'on passe la parole à Marc? Le mais, effectivement, c'est que finalement, on fait déjà. Enfin, c'est l'opposition entre Obi-Wan et son ancien Padawan, donc Vador. Et on va dire que le petit écart que fait. Le petit écart scénaristique, c'est qu'il nous place dans un Obi-Wan qui a vraiment renoncé à la force, qui a presque, on va dire, il est dans une phase de Oui, il est dépression en sévère. dépression, on peut le dire. Et puis, il découvre presque par accident que Vador donc n'est pas mort, et qu'il est devenu. Voilà. Alors certes, quelque part, ça ouvre une question à laquelle on s'était jamais posé. J'ai vu qu'il y a la plupart des débats des gens qui jugeaient les incohérences étaient posés là-dessus, dire mais en fait, il savait qu'il n'était pas mort, et donc beaucoup de gens débattent de ça. Après, moi, ce qui certes, il y a ce mais-là, mais de toute manière, là aussi, je suis un peu comme Marc, je suis un peu comme toi, Marc, je me demandais qu'est-ce qu'ils allaient nous raconter comme histoire. Et surtout, qu'est-ce qu'ils allaient nous raconter de ce personnage, en fait. Parce que là aussi, où le projet m'intéresse un petit peu, c'est que, pour moi, il y a un gros bémol dans la prélogie, c'est qu'en termes d'écriture, il n'y a pas de protagoniste. Il n'y a pas de protagoniste principal. On ne sait pas si c'est Obi-Wan, on ne sait pas si c'est Anakin, on ne sait pas si c'est Qui-Gon dans le premier. Vous voyez, il n'y a pas un Luke Skywalker qu'on suit durant une trilogie. C'est vraiment des faits Je te pour nous coupe. faire arriver. Je te Vas-y. coupe, je fais une petite parenthèse. C'est vrai qu'on a oublié de préciser qu'on est dans la partie non spoiler là, qu'on va essayer de pas Oui, trop vous divulgacher la série si vous ne l'avez pas vue, qu'on oui, donnera quand même notre avis d'ici 20 minutes et ensuite on partira à la partie spoiler. Voilà. c'est ça. Et donc là, on s'attache pour la première fois à Obi-Wan, premier personnage principal, quoi. C'est-à-dire qu'avant, il était un des personnages principaux dans un truc un peu fourre-tout. Et donc, ça m'intéressait quand même de voir qu'est-ce que ça donnait et qu'est-ce qu'il allait devenir. Alors toi, Marc, du coup, quand tu as vu les épisodes, sans trop raconter ce qui se passe, sans trop rentrer dans les Ouais. détails, quelle était ta réaction, on va dire, globalement, ton ressenti sur sur le scénario? Ben, disant, moi, ce que je voulais savoir, c'était qu'est-ce qui s'était passé en disant oui, on avait on savait ce qui arrivait à Obi-Wan Kenobi. Hein, je m'en vais sur Tatooine, je vais surveiller Luke. Mais tout le monde savait qu'il s'était passé dans le désert pendant 10 ans de temps. Là. À moins là, d'être complètement imbécile et rien faire de sa vie. Là. Moi, c'est Mhm. ce que je voulais savoir. Qu'est-ce qui se passait pendant ces Mhm. 10 ans-là? Et toute la question de Vador qui recherche les Jedi. On le Mhm. sait, c'est pas de la légende, c'est canon. Il a Mhm. passé une bonne partie de ce temps-là à faire la grande purge des Jedi. Alors moi, je voulais savoir pourquoi il n'avait pas purgé Obi-Wan Kenobi. Ça Mhm. m'intéressait de savoir pourquoi dans l'histoire que Luca nous avait contée à la base, Dark Vador n'avait pas réussi à retrouver son ancien maître, puis le faire payer ce qu'il a fait subir. Ça m'intéressait. Alors, Est-ce que je l'ai eu? ouais, Oui. j'avoue que Est-ce c'est que je... le point de la série qui m'a le plus intéressé, que j'ai trouvé du coup, le plus intéressant, effectivement, c'est d'avoir cette réponse, puisque la purge, ils en parlent. Moi, je Oui. l'ai vécu dans le dernier jeu, la Jedi Fallen Order, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, que j'ai trouvé un jeu
vraiment super intéressant, puisqu'on suit justement l'un de ses protagonistes, un des garçons, un des petits-enfants, qui a survécu à la fameuse purge qu'on voit dans l'épisode 3 menée par Anakin. Et comme tu dis, là, mais bizarrement, c'était une question que je m'étais jamais posée, tu vois. Malgré tout ça, malgré avoir vu les deux trilogies, je m'étais jamais demandé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'était pas parti à la recherche d'Obi-Wan, est-ce qu'il le pensait mort, etc. Est-ce que voilà. Mais moi, je me suis posé depuis longtemps, depuis que j'ai commencé à jouer à Star Wars en jeu de rôle. On se le posait toujours, cette question-là, mais on n'avait pas de réponse. On n'avait que des petites pistes de solutions. Quand les séries Star Wars Rebelles ont sorti, là, ils ont commencé à placer des choses. Parce que Star Wars, c'est un grand tableau. Hein? Alors, chaque élément est important. On peut que regarder une partie du tableau, mais quand on ne regarde pas la mosaïque totalement, on en perd des bouts. En Rebelle, on a commencé à poser les bases avec les inquisiteurs et tout ça. Et là, cette histoire-là, moi, je voulais savoir est-ce qu'on allait en voir des inquisiteurs dans Obi-Wan? Est-ce que tout ça, ça m'intéressait énormément. Et ça a répondu à mes attentes en tant que tel au niveau du scénario parce que j'ai eu tout ça. Là où ce que je me suis fait bluffer, c'est en mettant les Skywalker à l'intérieur de tout ça. Là, je me suis fait un peu bluffer. Je ne pensais pas qu'elle allait aller du côté de rajouter cette partie-là avec la présence de Léa. Ça, c'est pas un spoil, là. Je pense que les gens le savent. Oui, là disons que écouté la s'ils série. ne sont pas encore Ça, fait j'ai été spoiler ça, ils ont eu surpris. de la chance. Dès le premier épisode, ouais. C'est dès le premier Alors ça, j'ai épisode. été surpris. Oui, ben moi je trouve que pour moi, s'il y a une grande réussite dans la série, c'est ça, c'est que la bande-annonce nous avait vendu Obi-Wan dernier retranchement pour protéger Luke sur Tatooine. Encore, parce que moi c'est vraiment aussi ça le truc, c'est que l'action se déroule sur Tatooine, je crois que j'en ai vraiment marre, puisque c'est censé être le point le plus éloigné dans l'univers, on commence quand même comme ça avec l'épisode 4. Et là, je trouve que le fait que l'action aille se dérouler autour de Leia, moi, ça m'a plu. Et j'ai envie de dire enfin, parce que c'est vrai que Star Wars, c'est quand même beaucoup garçon. Alors, c'est vrai qu'il y a eu Rey quand même dans la nouvelle trilogie, même si la nouvelle trilogie est critiquable. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant que, même si bon, il y a encore des défauts dans la réalisation après, enfin, des trucs qui m'ont choqué dès le premier épisode, moi. Sur l'exécution, j'y reviendrai dans la partie spoiler. Mais j'ai bien aimé ça, voilà, le fait que finalement ce soit pas autour de Luke, là j'ai bien été surpris. Et pour revenir sur le scénario et sur le manque que tu disais, on se disait pourquoi il a pas purgé Obi-Wan et tout. D'une certaine façon, le fait que les questions soient les questions, alors honnêtement je me les posais pas moi, mais maintenant c'est vrai je me les pose et je me dis le combat final entre Anakin et comment dire, et son maître Obi-Wan dans l'épisode 3 est un peu curieux. En fait, l'issue de ce combat est un peu curieuse. Et c'est vrai que moi, je me posais beaucoup la question de savoir comment, enfin, tout le monde se posait la question de savoir qu'est-ce qui arrivait à Darth Vader pour qu'il soit si blessé, pour qu'il ait plus aucun membre, Et en fait, le fait que Obi-Wan le terrasse parce que il est sur le terrain le plus élevé, le fait qu'il le laisse là, sans lui porter assistance, le fait qu'il le laisse brûler en plus et qu'il parte sans vérifier, le fait que l'empereur arrive juste après pour le sauver juste à temps. Enfin oui, c'est vrai qu'il y a un truc un petit peu bizarre, c'est-à-dire que on sent que le scénario, il a une vocation à ce que tout arrive à la situation initiale de l'épisode 4, mais c'est un peu chelou les comportements à ce moment-là. C'est pas très Jedi. Ben Laisser non. quelqu'un mourir sur le bord du feu. J'avouerai qu'effectivement, si on revient à l'épisode 3, Oui. Mais il y a beaucoup d'émotions également. Je pense que Obi-Wan a démontré pendant toute la série qu'il a manqué quelques cours de Maître Yoda parce qu'il fait parler beaucoup ses émotions. Oui. Je veux dire, on est peut-être plus dans un cas de Jedi qui est comme un peu sur la balance entre le côté obscur et le côté lumineux. Dans le cas d'Obi-Wan. D'ailleurs, on le voit quand on lit les BD avec Qui-Gon. Il est un peu rebelle. Il a toujours été rebelle. Il a toujours été un peu faire à sa façon. Peut-être que ça a joué. Mais ça, c'est le désavantage de réécrire des histoires qui sont déjà écrites. Comme tu l'as dit, il fallait qu'il colle l'histoire avec l'épisode 4. Donc, il n'y avait pas le choix de trouver une façon de faire. C'est des contraintes qu'il s'est donné lui-même, George Lucas, à cette époque-là. De pouvoir faire 4, 5, 6. Je ne sais pas si c'était voulu. C'était prévu dans sa tête de faire ça, mais c'est lui-même posé cette contrainte-là. Alors, il n'a pas eu le choix d'y répondre. Peut-être qu'il l'a fait maladroitement,
Ça reste que ça a été un sacré beau combat, on va se le dire. Là. Et d'ailleurs, ça, c'est une anecdote qui est assez incroyable parce que ce combat-là part d'un petit encore dans un jeu de rôle. Je pense que c'était dans la première édition où il y a quelqu'un qui avait écrit ça, qui avait eu un immense combat entre Obi-Wan et son ancien maître qui l'avait laissé pour mort sur une planète de feu. Et c'était resté comme ça. Puis quand on a repris dans l'épisode 3, je me suis dit, oh, il y a des gens qui ont lu cette petite partie-là dans ce petit livre-là qui était perdu. Alors, des fois, la légende est très présente dans le canon de Star Wars. Alors, à mon humble avis, là, c'était... tu parles de planète de feu, ça me fait penser à un élément qu'on retrouve dans Obi-Wan, mais qu'on a retrouvé également dans les deux séries précédentes, à savoir Le Mandalorian et Boba Fett, plus dans Boba Fett d'ailleurs. Je trouve on voit beaucoup trop les défauts des Star Wars, c'est-à-dire les scènes de combat qui ne mènent à rien, où les gens ils tirent dans tous les sens et ça ne touche jamais alors qu'ils sont censés avoir des technologies de pointe. Des planètes qui sont monolithiques dans leur environnement, dans leur cycle jour-nuit, dans leur chaleur, dans leur glaciacitude, je ne sais pas comment l'exprimer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, les On est systèmes vraiment. qui sont Et là, bon, c'est pas du spoiler ce que je vais raconter, puisque la scène est vraiment anecdotique, mais à un moment donné, il y a une barrière en plein milieu du désert. Il pourrait contourner la barrière, enjamber la barrière, passer dessous la barrière. Non, il faut qu'il tire sur le boîtier pour ouvrir le truc. Enfin, c'est totalement... C'est limite auto-parodique. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi ils nous... Pourquoi Mais c'est ça depuis 1977? Oui, je sais, mais Si tu veux, c'est pas nouveau depuis 2022. C'est des défauts qui étaient mignons, on va dire, dans les années 70-80. Et que du coup, on a l'impression qu'ils font exprès de les remettre dans les éléments d'aujourd'hui, alors qu'ils pourraient peut-être en faire l'économie pour montrer quelque chose d'un petit peu plus moderne, un petit peu plus abouti. Et moi, ça me surprend toujours, quoi. Pour moi, le coup de la barrière, comme tu dis, là, pour moi, c'est symptomatique, à mon avis, de, de, d'un manque de moyens, peut-être, parce qu'ils n'ont pas pu ériger une sorte de grand mur qui faisait tout le désert. Ça, et je me suis posé aujourd'hui la question de la symbolique de la série, parce que par rapport aux États-Unis, par rapport à la période que traversent les États-Unis en ce moment, les créateurs racontent quelque chose, et cette barrière-là m'a quand même fait penser au problème frontalier qu'il peut y avoir entre le Mexique et les États-Unis, par exemple, et j'ai trouvé que c'était des images qui étaient, à mon avis, volontairement faites. Il y a quand même quelque part, les personnages sont un peu réfugiés hein, dans ce truc-là. Ils se cachent dans des soutes de vaisseaux. Ils essayent de passer par l'intermédiaire de quelqu'un à l'arrière d'un camion qui va leur faire passer un contrôle, mais laissez-moi faire. Et en fait, il les laisse pas passer, il les trahit. Enfin, tu vois, j'ai trouvé qu'il y avait une symbolique qui était, à mon avis, volontairement dénonciatrice des excès des républicains, par exemple. Oui, et puis Pour les le côté la qui dansent barrière sur qui n'importe saute où. en 2 secondes, voilà, qui est que... Mais les Stormtroopers qui dansent n'importe où, ça, c'est comme... Je pense que oui, c'est une parodie, là. Ils s'auto-parodient là-dedans, parce que depuis le début, c'est comme un secret de polichinelle que ces gens-là, ils n'ont aucune compétence en rien. À part avoir des super Peut-être belles qu'à armures. un moment donné, ils vont nous l'expliquer, comme ils l'ont expliqué dans Rogue One, le fait qu'il y a une faille dans l'Étoile Noire qui est expliqué dans ce Ouais, film-là. Peut-être qu'à un moment c'est donné, pas... ils vont nous expliquer qu'il y a quelqu'un qui a bidouillé tous les fusils et qu'il y a un problème sur les fusils en série, enfin je sais pas, ou sur les Non, alors viseurs dans les casques. là-dessus, vous savez, il y a, sur la question des Stormtroopers qui visent mal, normalement, l'épisode 4 disait, c'était Leia qui disait, mais en fait, ils nous ont laissé nous échapper. C'était volontaire si il y en a quelques-uns qui se sont fait dézinguer chez eux et si on nous a laissé partir. Et on dirait que ça fait partie des détails scénaristiques qui ont été oubliés par la suite et qui font que naturellement les Stormtroopers sont assez mauvais. Mais là, je pense que on a passé le stade du mauvais. Parce que c'est pas que les Stormtroopers, c'est vraiment il y a le nombre de fois dans la série où les héros se retrouvent acculés avec une armée autour et alors qu'ils auraient, honnêtement, alors qu'ils auraient dû se faire abattre sur place parce qu'il n'y avait plus que ça à faire et c'était ce que tout le monde voulait. En fait, ils disent rendez-vous et alors là ils disent ok, on se rend
Et puis en fait, t'inquiète pas, on se rend maintenant, mais peut-être se rendre maintenant, c'est une manière de gagner plus tard. Tu fais ouais, non mais Mais c'est bizarre. c'est symptomatique de la majorité des films d'action d'Hollywood. C'est pas propre à Star Wars. Quand on écoute n'importe quel autre film d'action, c'est toujours la même affaire. Il n'y a pas un seul méchant qui est capable de tirer correctement sur les héros. Je veux dire, et est-ce qu'on veut réellement voir les Stormtroopers tuer tout le monde? Je veux dire, à la base, Écoute, Star Wars, c'est une aventure. C'est une aventure pour enfants. C'est un film pour les jeunes. Je Oui, vois bien sûr. mal les Stormtroopers qui commencent à dégommer tout le monde. Je pense que ça passerait peut-être pas. Et c'est dire, moi, quand j'écoute un film d'action avec mon petit gars de 6 ans, dire, c'est toujours la même affaire. Là. Le héros s'en sort toujours, puis les méchants, c'est tous des tatas. Là. Dire, écoute, c'est amusant que tu abordes ce point-là parce que je me suis fait justement la réflexion en pensant à l'émission d'aujourd'hui. Je me suis dit, il y avait vraiment un paradoxe, c'était d'un côté, on voit jamais trop quand même la violence de l'empire des Stormtroopers. C'est évoqué, on sent qu'il y a une oppression dure, etc. Mais on la voit jamais se matérialiser, sauf sur l'oncle de Luke dans la version, dans le remake de l'épisode 4, où ils ont rajouté la scène où on voit les squelettes carbonisés par terre. Voilà, et c'est la seule scène où on voit ça, et d'habitude on le voit pas, quoi. Et ils ont maquillé le crime pour faire croire que. Oui, oui, c'est vrai que t'as raison. Ouais. T'as raison. Et d'un autre côté, alors pour revenir aux Stormtroopers, je sais que c'est pas de ça que tu parlais, mais il y a un détail. Il y a, comment il s'appelle, Temuera Morrison qui est revenu jouer le rôle d'un clone là pour montrer finalement que l'armée de clones ils étaient tous très vieux parce qu'ils étaient programmés pour vieillir très très vite. Et donc on a une petite scène pivot comme ça qui fait comprendre qu'on est passé des Clone Troopers aux Stormtroopers. Et on les entend, ils n'ont pas la même taille, et puis on les entend parler du boulot et tout. À la limite, j'ai trouvé ça bien amené. Enfin, en tout cas, c'était rigolo, et puis on comprenait bien l'idée. Donc, en Et on ne conclusion, sait pas si des Stormtroopers, c'est des clones ou non. Là. On ne l'a Bah jamais là, vraiment su. ouais, ah, voilà. pour moi, j'ai compris clairement avec cette scène-là que c'était plus des clones, justement, puisqu'on en voit un qui fait la manche comme ça avec une très longue barbe. Et pendant ce temps, on voit les autres, tu sais, là, j'ai bien regardé, ils ont jamais la même taille, les Stormtroopers, tu sais, à la manière de Luke, quand Leia lui dit, ils embauchent Il des. faudrait peut-être regarder The Bad Batch, la série animée, pour le savoir, ça effectivement. Peut-être, Je l'ai pas Ah peut-être. ben, en regardé. fait, eux, ce sont des clones, mais des clones qui sont un peu comme libres des ordres. Fait qu'ils sont pas identiques aux autres. Alors, c'est vraiment comme une petite C'est des clones reloupés, en fait. brigade indépendante. Ouais, ouais. C'est très bon d'ailleurs. Là. Si vous aimez le genre là, d'aventure militaire un peu, là, Bah, c'est une très j'aime belle bien le série. genre, mais ce style d'animation-là, ces dessins-là, moi, ils me rebutent énormément. Mm. Tous, Et les trois séries Star Wars de ce type-là, Ouais, c'est j'adorerais pour ça. clones, avoir envie de les regarder, mais dès que je les commence, c'est trop difficile pour moi ok. de continuer. C'est pareil, moi, quand j'ai essayé de regarder le Rebels, là, j'ai pas réussi, parce que j'ai trouvé ça trop plastoc, en fait, le rendu. Ouais. Ok. Et on arrive déjà Euh, donc à la moitié de l'émission, donc je Ah, vais... j'ai un Vas-y, dernier dis-moi. truc à dire pour revenir sur l'Inquisition là. Je dois dire quand même parce que plus on en parle et plus je trouve des choses positives à cette série alors que j'étais pas trop emballé. Mais j'ai trouvé que justement le climat de recherche des Jedi pour les exterminer m'a paru quand même beaucoup plus intéressant que le fameux ordre je ne sais plus combien Non, euh, où, 66. où on les voit tous se faire dézinguer comme ça, on dirait, on a presque envie de mettre une musique humoristique tellement ils se font dézinguer hyper facilement. Là, on sent quand même que ils ont beau être forts, c'est chaud pour les Jedi. Ils ont du mal à s'en tirer Et et à la limite, ça fait aussi comprendre dans quel état d'esprit peut se sentir Obi-Wan et pourquoi il s'est vraiment mis off quoi de la Force. Donc, on arrive à la moitié de cette émission. On va donner une première conclusion. Marc, recommandes-tu cette série? ben oui, moi je la recommande. C'est sûr que ça prend beaucoup ce qu'on appelle la suspension consentie de l'incrédulité. Je pense que quand on a 8 ans, on l'a beaucoup plus développé que quand on en a 47, comme dans mon cas. Mais je pense qu'avant tout, si on garde ça comme une série de base de fiction de Star Wars, on l'écoute pour ce que c'est et non pour ce qu'on aimerait que ce soit. Je pense que c'est une série qui répond à beaucoup de questions. Et surtout, ben, c'est une série qui nous fait encore rêver, qui nous fait encore découvrir ce qu'est Star Wars à la base.
une belle aventure, Star Wars, tout simplement. Alors, moi, je l'ai pris comme ça, puis j'ai eu beaucoup de plaisir. Alors, boudez pas votre plaisir. Moi, je pense que c'est le meilleur jeu, ça va être vous. Alors, écoutez-le. D'autant qu'il y a Si vous que, n'aimez pas ça, il y a que 6 c'est pas. épisodes, donc ça se regarde quand même assez facilement. Niveau Oui. réalisation, la série est pas mauvaise. Il y a eu des polémiques au niveau des jeux d'acteurs. Moi, je trouve que bon, j'ai pas de choses particulières à dire à ce sujet-là. J'ai pas été choqué par une mauvaise actrice en particulier ou un mauvais acteur. Voilà. Non, ouais, là, ce serait mal. J'ai vu, moi, par exemple, justement, que. Donc, on a une Leia très jeune, hein, c'est une petite fille qui joue. Ouais. J'ai vu qu'il y en avait qui s'étaient lâchés en disant qu'elle était qu'ils avaient qu'avec cette série, ils avaient réussi à la rendre hyper énervante. Moi, au contraire, je la Mais au trouve contraire, je la adorable. trouve totalement juste. Je trouve qu'ils Mais ont oui, vraiment su capter l'énergie du personnage adulte, voilà, ouais. ou même jeune adulte, ou même plus ancienne, plus vieille. C'est peut-être ça Elle était que vraiment dans le ton. c'est peut-être comme ça que je conclurai. Moi, je dirais, faites-vous votre propre avis, parce que ceux qui tirent à boulet rouge sur la série tirent beaucoup trop fort. En plus, je fais partie de ceux, je pense que maintenant qu'ils ont tout vu, apprécient l'ensemble. Je pense même que je la reverrai, pourquoi pas. Une fois qu'il y a le tout, ça m'a. Voilà. Moi, j'ai regardé le dernier épisode en me disant oui, ok, je comprends. Voilà. Effectivement, on a des épisodes qui sont pas de qualité égale, mais on a un tout qui est cohérent en tout cas. Et on passe tout de suite à la partie spoiler. Voilà, nous voilà de retour. Et je vais commencer. Voilà. Ouais. Et je ne sais plus ce que j'allais dire. Ça m'a perturbé. Tu n'avais pas tes lumières rouges d'allumées. Mais J'étais oui, perturbé. j'ai fait n'importe quoi. Tu n'avais pas mis le bon sabre laser. Voilà. Ben, c'est Dark Non. Vador le méchant, voilà. Et en fait, c'était le père de Luke depuis le début. Voilà. En fait, Voilà, ce spoiler. qui m'a le plus gêné, c'est qu'ils avaient une pépite, à mon avis, qui a été soufflée en quelques secondes. C'est le fait que Obi-Wan ne savait pas qu'Anakin était Dark Vador. Elle lui apprend. Il est choqué. Et après, bon, je veux pas dire qu'il passe à autre chose. Après, le reste de la série tourne autour de ça tout de même. Mais je trouvais que c'était beaucoup trop sous-exploité et que c'était un moment d'intensité qui méritait vraiment autre chose que le traitement qu'il a eu dans la série, quoi. Hmm. Oui, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je suis embêté, moi, globalement, par le fait qu'ils aient fait tout de même une rencontre entre Obi-Wan et Dark Vador, quoi. Ils sont censés se revoir pour la première fois. En tout cas, peut-être c'est ce qu'on avait mal compris, mais je m'étais pas imaginé qu'ils avaient un arc comme ça. D'autant que cette série-là, je me dis, nous, on la consomme aujourd'hui, ayant consommé toutes les trilogies, et je suis pas sûr que ce soit un bon produit pour l'avoir entre les deux trilogies. Parce que quand tu regardes tout l'arc narratif de Vador là-dedans, dans cette série, tu te dis, dis donc, il donne quand même des sérieux indices sur le fait qu'il y a quelque chose qui se bagarre en lui, sur le fait qu'il y a peut-être un peu du bon encore en lui. Et moi, je trouve ça un peu problématique par rapport au méchant monolithique qu'il est censé être à l'arrivée de la trilogie originale. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais, en fait, non, parce que Padmé Amidala le dit à Obi-Wan Kenobi, juste Oui, avant c'est de vrai. mourir. Il Hmm. dit Ben, il dit Obi-Wan, il y a encore du bon en lui. Il est très, Oui. très, très profond, mais il y a encore du bon en lui. Hmm. Padmé, elle l'avait senti, ce problème-là. Pas ce problème-là, mais cet état de fait-là. Ça va le poursuivre tout le long, parce que dans l'épisode 4, l'épisode 5 et l'épisode 6, on le sent, ce conflit-là. Il y a Hmm. envers, d'abord avec Obi-Wan, parce que avec son premier combat, son dernier duel qu'il y a eu dans l'épisode 4, on le sent qu'il n'est pas là, qu'il y a encore quelque chose avec son maître. On l'a déjà senti. Avec Mhm. Luc aussi. Fait que c'est ce conflit-là, dans le fond, qui va faire en sorte qu'il va réussir à ramener l'équilibre de la force. Et ça, Hmm. Luca l'avait clairement annoncé à partir de l'épisode 3. Hmm. Moi, ça n'a pas été vraiment une surprise, ce duel-là, à l'intérieur de lui. Là.
Parce que sinon, s'il n'y avait pas eu cette dualité-là, on va se dire que la série aurait duré un épisode, une confrontation entre Obi-Wan et Vador, c'était fini. Là. La première fois qu'il le rencontre sur la planète, qu'il décide de le brûler puis de s'amuser avec, là, normalement, là, il ne l'aurait pas laissé partir, il l'aurait tué là. Oui, c'est ça. Il y avait Et plus d'ailleurs, cette dans tous les cas où ils laissent partir les autres, dans tous les cas où ils ne font que torturer des gens pour essayer de savoir où il est, effectivement, on sent que quelque part, plutôt que parce qu'il apprend qu'Obi-Wan est toujours en vie, parce que c'est ça, hein, je crois, non, parce qu'il apprend où il est, donc ça le perturbe, et du coup, quelque part, toute la mission plus générale, et effectivement, même Palpatine le dit à la fin, elle est un peu, dès lors que Obi-Wan rentre en jeu, finalement, son but n'est plus tout à fait clair à Vador. perd ses moyens, totalement. Et Tu le vois heureusement clairement. qu'il y a ce dernier épisode qui quand même arrive à rétablir un équilibre dans la force, comme tu disais en début d'émission, Greg, où on a à la fois Palpatine qui intervient et qui recadre son subalterne en lui disant, écoute, t'as d'autres missions que de chasser un fantôme, on va dire ça comme ça, que de chasser Obi-Wan. Et de l'autre côté, on a cette connivence entre Leia et Obi-Wan qui est enfin expliqué dans le sens où, ben écoute, c'est trop dangereux que les gens sachent qu'on s'est connus, qu'on sache qui on est l'un et l'autre. Il faut absolument qu'on le dise à personne, que ça reste un secret. Et du coup, ça explique mieux l'épisode 4 et ça explique mieux aussi une certaine dualité qu'il y a, puisque d'un côté, on a le message de la princesse qui nous dit au secours, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Et à un autre côté, où elle est dans la cellule quand elle se fait libérer par Luke, où elle dit quoi, Obi-Wan, Ben Kenobi est là, il faut que je le voie. Et donc, c'est vrai que là, on comprend mieux pourquoi il y a cette dualité en fait. Oui. Ça, c'était très bien, là, quand Obi-Wan lui dit, là, si tu as besoin de moi, appelle-moi, je vais y aller. Là. Et cette petite phrase-là expliquait tout le message que la princesse Léa lui donne. Là. J'ai trouvé qu'ils collaient les ponts. Là. Ils l'ont fait très bien avec le dernier épisode. Là. Ils l'ont très, très bien fait. Là. Ils l'ont très bien collé avec l'épisode 4. Là. Ouais. Ça a donné beaucoup de réponses. Pour moi, c'est la grosse réussite de la série, c'est la relation entre Obi-Wan et Leia. Et comment, finalement, Obi-Wan vient jouer un rôle de mentor vis-à-vis de Leia, ce qu'on ignorait complètement, puisque pour nous, Obi-Wan était le mentor de Luke. Et on découvre au travers de cette série qu'il a été aussi le mentor de Leia, et que grâce à lui, elle a réussi à s'assumer en tant que future dirigeante, là où ses parents avaient envie qu'elle soit plus dans le protocole et dans les petits uniformes et les robes et les machins. Donc moi j'ai trouvé ça très, très bien fait. Et en plus, moi j'étais très touché par la petite actrice là, comment s'appelle-t-elle tout à l'heure, Vivienne Lyra Blair. J'ai trouvé très bien et n'en déplaise à ceux qui l'ont trouvé agaçante, je me dis bon bah eux ils aiment pas les enfants, ok. Oui, c'est ça. Alors qu'elle est exactement, elle est juste dans le rôle, voilà. Oui. J'ai trouvé c'est un enfant. Je dis, c'est un enfant de cet âge-là. Pour les gens qui en ont, c'est ça que ça fait des enfants. C'est pas. C'était très bien fait. Mais moi, je me posais une question, c'est est-ce que Obi-Wan a vu comme une genre de rédemption avec le rôle qu'il a fait avec Léa par rapport à tout ce qui a manqué avec Anakin? Parce que veut pas, quand il apprend qu'Anakin n'est pas mort, c'est un peu lui qui a créé le mythique Dark Vador, dans le fond. Là, je veux dire, je suis complètement d'accord avec toi parce qu'il n'y a pas que Leia dans l'affaire, il y a aussi la petite Youngling qui a été abandonnée et qui a survécu au massacre d'Anakin et qui plutôt qu'en vouloir à Vador finalement, et elle poursuit Obi-Wan parce qu'elle estime que c'est celui qui aurait dû les sauver à l'époque, quoi. Et elle a viré du côté obscur. Donc on est complètement d'accord, c'est finalement comment on en arrive comment un personnage comme ça, et avec son destin de survivant en fait, hein. Il a un peu un syndrome de survivant, c'est-à-dire que tout le monde y est passé, et donc comment tu vis avec le fait d'avoir survécu à tout ça, en fuyant en plus. Bon, certes, il avait une mission plus importante pour préparer un nouvel espoir, mais là, en l'occurrence, on le met face à ses échecs, et ces échecs, ils sont encore en vie, et voilà. Et il y a ceux qui ont choisi la voie du côté obscur, et puis il y a les échecs, semble-t-il, qui, eux, ont encore quelque chose à apporter et qui ont encore la lumière.
Mais il reste du coup Oui. quand même quelques incohérences dans la série, notamment par rapport à cet apprenti qui est passé du côté obscur, qui est devenu une inquisitrice, où elle est laissée quasiment pour morte à la fin de l'épisode 5. Et on sait pas ce qui se passe là. Il la laisse sur place et où elle s'échappe. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Et elle arrive sur Tatooine comme une fleur dans l'épisode suivant, avec son sabre en plus qu'elle a récupéré au passage, qui est En, en- réparé. Enfin, il n'y a rien qui va avec ça pour en moi, ayant tout compris, en en ayant ayant tout tout compris. compris Ouais, Ouais, sur. parce qu'elle a vu le message. Là. ouais, elle a Obi-Wan a vu le laissé message. tomber le Oui, oui, c'est message ça. Hmm. de Bail Mais enfin voilà, Organa qui est en partant. elle a survécu, elle s'est échappée, on ne le sait pas. Elle a récupéré son sabre, elle a réparé son sabre et est sur Tatooine. Super. Oui, bah, tu sais, en fait, c'est même qu'à ce moment-là, il y en a une double, hein. C'est-à-dire que le grand inquisiteur qu'elle a remplacé revient, et c'est-à-dire qu'il y a deux personnes. J'ai vu un même internet qui m'a rendu hilar. C'est que c'est en gros Qui-Gon quand il découvre que deux Jedi ont survécu à un coup de sabre laser dans le ventre. Oui, c'est ça. Ouais, mais ça, il y a une connaissance du côté obscur et du côté lumineux qui est probablement basée beaucoup sur mon expérience de jeu de rôle. Mhm. Mais le côté obscur ne veut pas que ses adeptes meurent. Parce que Mhm. lui se nourrit de la haine et de la rage qu'ils ont. Il n'acceptera pas que quelqu'un va mourir. Pour lui, c'est incompréhensible. Il va le faire Mhm. souffrir le plus longtemps possible. Vador, il souffre à chaque minute à cause qu'il est du Mhm. côté obscur. Et ça, je veux dire, c'est clair dans toute l'histoire de Star Wars. Ouais. Le côté obscur, il veut pas te laisser partir. Il veut te sucer ton essence jusqu'à la fin, ce que le côté lumineux n'est pas. Et ça, quand on a vu avec Qui-Gon, c'est un clin d'œil à ce que Obi-Wan lui dit. Qui lui dit, si tu me tues, si tu me terrasses, je vais devenir beaucoup plus puissant. Mhm. Ça, le côté lumineux a cette capacité-là. Mais ça, c'est clairement méta, là, ce que je dis. Là, ça n'a aucun rapport avec la série. Là, c'est hyper méta. Ben, c'est, Moi, je c'est l'ai un, vu comme ça. Ouais. Ben écoute, Je l'ai vu comme c'est ça. intéressant. À la limite, j'aurais apprécié que ce soit plus explicite que ça dans la série, si vraiment c'est à l'origine de ce choix. Et ça, c'est un reproche que je ferais globalement à la série, à la franchise Star Wars au cinéma, c'est que elle fait quand même appel, notamment dans la nouvelle trilogie, à des concepts comme ça qu'on retrouve pas dans les films, qu'on retrouve pas dans les Ouais. séries, mais qui sont évoqués dans les bandes dessinées, peut-être comme tu le dis dans les jeux de rôle, je ne savais pas également. Et ça nous laisse vraiment, nous, avec un goût d'inachevé, un goût d'inexpliqué qu'on n'a pas et qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans l'univers Marvel, dans le MCU, où si on a pris la peine de suivre tous les films et toutes les séries, bon, qui est quand même une sacrée affaire quand même, mais si on les a suivis, on a quand même des réponses à tout ou quasiment. Alors que là, Mhm. effectivement, il y a des choses qui nous échappent et qui sont pour nous vraiment des trous dans la raquette et on se dit, mince, mais pourquoi ceci, pourquoi cela, je ne comprends plus du tout. Ça, C'est là, parce que. c'est Vas-y. tellement raison. Parce que c'est probablement leur plus gros défaut, en même temps leur plus belle qualité, c'est qu'ils ont ouvert l'univers étendu, qui permet à plein de monde de mettre leur pierre à l'histoire, mais si tu ne regardes pas tout, si tu ne lis pas tout, pas l'ensemble du tableau. Exemple, le grand inquisiteur, quand il meurt, moi je le savais qu'il n'allait pas mourir parce qu'il est dans Rebelle. Quelqu'un qui Mhm. n'a pas écouté Rebelle ne connaît pas le grand inquisiteur. Il se fait comme, mais pourquoi il revient? Puis, mais c'est un défaut parce que normalement, Star Wars, c'est un ensemble cinématographique. Et eux ont pris le pari d'ouvrir ça externe. Des fois, ben, c'est un pari qui est payant, d'autres fois, c'est un pari qui est perdant. Dans ce cas-là, je pense que c'est perdant. Parce que oui, tu n'as pas l'ensemble de toute l'histoire. Fait qu'il y a certaines personnes qui se sentent larguées par rapport à ça. Parce que c'est pas évident non plus de tout connaître, de tout jouer, de tout lire, de tout voir. On a une vie. Ça commence à être difficile de jouer aux jeux vidéo, Fallen Order, de comprendre c'est quoi tout cet univers-là. Après ça, de revenir avec la série Rebelle, qui est quand même une série qui a beaucoup de saisons. Là, on parle d'une série qui a 3 ou 4 saisons. C'est pas évident là, de suivre tout ça. D'autant que c'est une Oui, série qui aborde des thématiques qui vont très très loin sur du voyage dans le temps, des choses comme ça, voilà, qui repoussent oui, puis les barrières le de la retour de force, Vador, etc.
On voit tout ça dans Rebelle, là, son combat contre Asuka Tano. Je dis, il y a plein d'affaires qu'on voit. Oui, je suis d'accord avec toi. Hein, je veux dire, c'est un défaut. À ce moment-là, ça peut être considéré comme un gros défaut. Je me demande même, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand une série comme ça arrive et qu'elle marche un peu sur les plates-bandes de Rebels, puisqu'on est sur la même période un petit peu, avec Vador, avec les grands inquisiteurs, tout ça, j'ai l'impression qu'ils arrivent en disant, bon, bah cette fois, on a le casting pour le faire, le casting et les moyens pour le faire en vrai. Comme si, quand c'était des acteurs, c'était un tout petit peu plus canon que quand c'est l'animé. Oui, Ouais, peut-être. il y a ça, effectivement, ouais. Et Et honnêtement, j'ai trouvé moi, que cette série-là, si elle avait un gros défaut, c'était son manque de moyens. Ça m'a surpris. Mm. Je veux dire, j'ai trouvé qu'il y a des bouts où on voyait clairement qu'il y avait un manque de moyens monétaires à quelque part, qu'il y avait des coins ronds qui avaient été tournés. Puis ça, je me suis dit, Colin, c'est quand même Marvel, c'est quand même Disney, c'est Lucasfilm. On parle d'un truc qui rapporte des milliards. C'est quand même Obi-Wan Kenobi. Mettez le paquet, faites-le avec le paquet ou faites-le pas. Mm. Là, j'ai quand même eu l'impression quelquefois où les producteurs et la réalisatrice avaient manqué de moyens. En tout cas, c'est peut-être moi qui ai vu ça comme ça, mais il y a Alors, certains bouts où je me suis dit. je sais pas si c'est une question de moyens, mais au-delà de ça, moi j'ai trouvé qu'il y avait un problème de scène d'action, quand même. Notamment la première poursuite, quand ils poursuivent Leia dans la forêt comme ça et qu'ils tombent à cause d'une branche ou d'une fougère. Et je sais pas, pour moi, toute la scène est achetée à la poubelle ou à recommencer, tu vois, et on se dit. Comment se fait-il qu'il n'ait pas mieux filmé, mieux tourné ou retourné des plans, quoi, tu vois? Et globalement aussi, la façon dont sont décrites je vous dis, hein, les scènes où à un moment donné, ils sont là. Il y avait déjà un peu ce problème dans l'épisode 8, si je me rappelle bien, où ils se retrouvent vraiment au milieu de plein de Stormtroopers, et puis il y a une sorte de Deus Ex Machina qui arrive, une explosion, un truc, et d'un seul coup, ils se retrouvent tout seul vivant au milieu de tout le monde qui s'est fait canarder d'un coup. Et moi, j'y croyais pas du tout. En fait, globalement, les scènes d'action, je les ai regardées comme ça, en me disant, mais pourquoi ils ont fait ça comme ça, quoi. La scène de combat entre. Tu parles de moyens, tu vois, par exemple, la scène de combat, la première rencontre entre Vador et Obi-Wan, où ils se battent au sabre laser, et puis il le met dans le feu avec des. J'avais l'impression de regarder un Sentai, en fait, avec, tu sais, des tas je de suis tout gravier à des fait deux d'accord. côtés, Je suis tout à fait un bidon d'accord. d'essence tombé, du feu au milieu, et je me suis dit, ben. Oui, alors je sens que le feu va faire en sorte que à ce moment-là, quelqu'un va descendre et le faire partir, mais même ça, j'y ai pas cru en fait. Le nombre de fois où il s'échappe dans la série in extremis, et là pour le coup, moi, le défaut vient aussi de l'aspect épisodique des choses. C'est-à-dire que c'est une série de poursuites, ils sont poursuivis tout du long. Il faut qu'on croit à chaque épisode qu'ils vont être attrapés, et à chaque épisode, ils vont s'en sortir in extremis. Eh ben, à chaque fois où ils s'en sont sortis in extremis, ben, malheureusement, je n'y ai pas cru. Effectivement, ouais, je partage ton avis. C'est une série qui a beaucoup de bonnes intentions, mais qui a énormément de mal à les mettre en scène, à les exprimer, en fait. Yeah. Moi, j'ai trouvé que c'était dans la continuité de ce qui m'avait été offert dans Star Wars. Quand je réécoute Ouais. l'épisode 4, les 5 puis 6, je veux dire, si je commence à regarder toutes les incohérences, toutes les idioties qu'il y a dans ces films-là, je ne l'écouterai plus jamais, là, parce que c'est la même chose. Là. C'est des affaires qu'on ne croit pas du tout. Les Stormtroopers qui tirent partout, Luke qui réussit à se sauver, le Faucon aussi. Alors là, on a mis un émetteur. Ici, ça ne marche pas, mais ça marchait Mm. en 2017. La question que je me posais, c'est est-ce que le film de Star Wars aujourd'hui sortira en 2022, le même film Mm. qu'en 1977, il se ferait descendre par la critique, là. Sans En doute, feu, ouais, là. sans doute. Pour moi, c'est sûr et certain. Alors, Et oui, c'est vrai monsieur. qu'il y a des affaires qui sont gros. C'est toujours des gros fils. Je suis Oui, d'accord avec oui. vous. Et, et Et c'est pour et- moi, ça a et toujours c'est ce été que des je te gros fils. disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je comprends pas justement qui continue à pas faire attention à ces détails-là dans le monde moderne, alors que par exemple, je trouvais que sur un Rogue One, ils n'avaient pas fait ces erreurs-là, tu vois. Mm. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais j'ai trouvé que Rogue One était. Oui, c'est vrai que Rogue One était une coche au-dessus, là, je veux dire, par rapport à tout ce qui avait été fait. Là.
depuis très, très, très longtemps. Là, je veux dire, pour ma part, là, je trouve Rogue One, c'était vraiment. Ouais. Moi, j'ai pas eu ce ressenti sur The Mandalorian. Je ne sais pas pourquoi, hein. Peut-être que j'étais un peu plus emballé par la plastique et tout. D'ailleurs, on sent qu'il y avait une patte artistique parce que tous les concepts qu'ils mettent dans le générique de fin, on sent que ça a été très travaillé. Là, j'ai ressenti un truc peut-être un peu plus improvisé dans les scènes d'action. Et, et vraiment, depuis Boba Fett, hein, depuis la scène en Vespa de l'espace, là où ça poursuit à 2 à l'heure, j'y fais pas très attention plus que ça. Moi, je suis plutôt dans la catégorie bon public. Mais là, vraiment, il y a pareil, enfin, la scène où Vador retient un vaisseau, tu sais, là, avec la force. Alors, c'est clair, c'est impressionnant. Mais il y a une manière le vaisseau s'écrase au sol et il y en a un deuxième qui décolle, mais il faut chronométrer. Essayer de jouer le jeu et regarder à la vitesse à laquelle décolle le machin. Enfin, je repense au Faucon Millennium qui, des années plus tard, est censé enfin, prendre son temps pour décoller et après mettre un peu de vitesse. Enfin, moi, j'y crois pas. Vraiment, j'ai vu des scènes et surtout le côté, on a lancé un faux vaisseau pendant que qu'il y en a un deuxième qui préparait son envol et qui du coup est parti en scred. Pour moi, ça fait appel à la plus mauvaise scène du cinéma. Le plus mauvais film, c'est Van Helsing où ils font courir tout un faux carrosse pour que les vampires l'attaquent. Et en fait, il est rempli d'eau bénite. Et pendant ce temps-là, il y avait un deuxième carrosse sur une route 100 mètres plus loin. Pour moi, voilà, Je suis pas sûr que c'est un faux vaisseau, moi. C'est ça la problématique, c'est qu'on n'a pas, la continuité de tout ça. Et je Ouais. suis pas persuadé, moi, qu'il n'y avait pas personne dans le vaisseau, où il n'y avait pas des vives, où il n'y avait pas Ah, de d'accord. l'équipement. Moi, je pense qu'il y avait 2 vaisseaux, tout simplement, puis que Vador. En plus, il nous l'avait dit. Hmm. Juste avant, quand on le voit se combattre avec Obi-Wan dans l'ancien temps, là, où il y a Hmm. un super beau duel entre les deux, puis il lui dit ta soif de victoire T'aveugle. te cache, t'éblouit, t'empêche Hmm. de voir des choses, tellement Hmm. tu veux gagner. Dor, il est arrivé là, lui, il était tellement persuadé qu'il allait gagner qu'il a pris le premier vaisseau puis il l'a inventé. Il n'a pas pris le Hmm. temps de sentir son maître, il aurait pu tout simplement arrêter, essayer de voir où ce Obi-Wan est. Non, Ouais. Et sa soif de victoire était tellement immense qu'il a pris le premier, il l'a inventé, puis il a fait son show comme tout le monde. Pouf, il est parti. Mais c'est ça le côté obscur. c'est vrai que cette phrase, qui est dite à plusieurs reprises dans la série et qui est vraiment bien expliquée à la fin par Palpatine, elle explique aussi la position de Leia par rapport à Dark Vador, parce que du coup, à aucun moment il sent que c'est sa fille, tu vois. Parce qu'il est tellement obnubilé par Obi-Wan enfin, moi en Hmm. tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Il est tellement obnubilé Hmm. par Obi-Wan qu'il en oublie totalement de se dire c'est qui cette gamine, quoi. Pour lui, c'est juste une petite gamine, voilà, sans intérêt, Hmm. quoi. Et Mais Oui, juste puis avant que vous c'est enchaîniez, vrai. il y a notre ami Cowboy Étoile qui passe nous voir sur le chat. Il nous dit bonsoir, zut, je suis en retard. Oui, t'as combien 1 heure de retard, ça va. Et il dit Obi-Wan Obi-Wan, Keno gagnant à vie. Voilà, donc voilà. Bon. il n'est pas La belle blague. sponsorisé par la Française des Jeux. Ouais, on a un de nos followers, Cowboy Étoile, pour te placer un peu. Marc, il vient et il rebondit sur ce qu'on dit. Il fait des jeux de mots assez marrants. Voilà. Voilà. OK. Bienvenue à toi, Mais c'est Cowboy Étoile. intéressant, ça, cette façon là, qu'il n'a jamais découvert Léa et tout ça. Pourtant, il l'a eu, là, il savait, il était proche, mais parce qu'il voulait tellement avoir Obi-Wan qu'il Hmm. est omnibulé par toute cette rage-là qu'il a envers son maître. À la limite, C'est sa plus grande faiblesse. oui, ben pour rebondir sur ce sujet-là, moi je trouve que à ce compte-là, puisque on avait quand même l'habitude dans l'épisode 4 de voir et 5 de voir un Vador qui s'en prend à ses subalternes et qui menace de les étrangler et tout, il le fait un petit peu, mais je pense que en début d'épisode, quelqu'un qui lui ferait remarquer que ici est quand même mal pris et du coup il le dézingue ou il l'étrangle et puis qu'ils disent Kenobi est à moi.
vous avez pas intérêt à le tuer à ma place, tu vois, ça aurait ramené un petit côté explicite, je trouve, dans les scènes d'action, là où quelque part on le devine ou on le comprend dans le 6e épisode, c'est pas forcément... C'est peut-être pour ça qu'ils ont tiré à côté, hein, parce qu'ils se sont dit si on le tue nous, on est les prochains sur la liste. Oui, c'est ça. Bon, et là, moi, c'est une des scènes d'action aussi, là, cette fusillade c'est même plus un couloir, je veux dire, hein, là, ils sont dans un grand hall comme ça, ils ouvrent et ils sont là, ils encerclent tout le monde et ils réussissent à n'abattre personne. Il y a quand même un souci, Bon, quoi. on arrive déjà en fin d'émission. Est-ce que vous voyez quelque Déjà. chose à rajouter? Oui, ça passe, on a déjà 55 minutes d'émission, voilà, voilà. Oui. Ben, moi, je dirais par rapport à Mandalorian que tu parlais, Mhm. oui, visuellement, j'ai trouvé que Mandalorian, c'était une très, très belle série. Oui, c'est Super bien un cran réalisée, au-dessus, oui. un cran au-dessus, mais ça amène absolument à rien. Oui, 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 Dire, toutes les histoires de Mandalorian qui se passent épisode par épisode, ça fait avancer rien. Oui, oui, on est d'accord. On n'a rien, ça amène à rien l'histoire, mais c'est beau. Oui, oui. Obi-Wan, c'est peut-être pas. Oui, il y a des défauts, il y a des incohérences, oui, c'est cousu de fil blanc encore une fois, mais au moins, ça amène une pierre au Mhm. mythe de Star Wars, à toute la mythologie de Star Wars. Ce que Mandalorian ne fait pas, et ce que Boba Fett ne fait pas non plus, mon humble avis, malgré le fait que Mandalorian, c'est une superbe série. Mhm. Moi, j'adore ça, j'adore ce côté de Bah, Space là, Western-là. c'est ça. Alors là, J'adore ça. là où Mandalorian, pour moi, il faudra le juger sur pièce quand ce sera terminé, c'est que toute l'histoire de Child, justement, cet enfant dont on sait qu'on ne le reverra pas, est-ce que ça va amener quelque chose au bout du compte? Parce que c'est vrai que l'issue des 2 saisons, c'était que finalement, Grogu rejoignait un Jedi pour le former, donc Luke. Et finalement, dans Boba Fett, ce que j'aime bien qualifier de Mandalorian saison 2.6, il Ouais. décide de retourner auprès du Mandalorien. D'ailleurs, il y a une petite allusion, je crois, dans cette série hein, au Mandalorian aussi, parce qu'il croise quelqu'un, il lui dit pas que la force soit avec toi, mais il y a quelqu'un qui lui dit This is the way. Et donc, on sent que c'est quelque chose qui va s'intégrer un peu plus. Et c'est ça, je crois, qui est un peu plaisant aussi, c'est justement le côté. On arrête un peu de parler des Jedi, on parle aussi d'autres choses parce qu'il y a aussi de la place pour autre chose et au moins on arrête de se bagarrer en commentaire avec les gardiens du temple Jedi qui viennent t'expliquer que oui mais ça c'est la force, oui mais non tu peux pas, tu peux étrangler quelqu'un avec la force mais tu peux pas le soulever. Enfin, voilà. Ça c'est le genre de débat qui m'agace au plus haut point. Tu peux Et faire l'électricité à condition que voilà. je dirais Vas-y. que les producteurs d'Obi-Wan ont quand même été culottés. Parce que après 7, 8, 9, beaucoup de retours de feu, c'était on est tanné des Skywalker, lâchez-nous avec Skywalker, on veut avoir du nouveau. Et ils reviennent avec une série Obi-Wan où il n'y aurait pu avoir aucun Skywalker, tout simplement l'aventure d'Obi-Wan. Ils ont collé Léa à ça, puis ils ont réussi à faire de Ouais. quoi absolument génial avec À nous une surprendre surtout Skywalker. parce qu'il l'avait bien caché jusqu'au dernier moment, hein. Tout à fait. Ça, moi, ça m'a complètement. Là, le plus beau côté de cette série-là, je suis d'accord avec vous, c'est toute Mhm. la partie de Léa. Pour moi, ça a été une belle surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Ils Et ont oui, vraiment eu ça. on pensait à Luc, j'ai vu une émission d'un youtubeur que je recommandais il y a quelques émissions de ça, la chaîne de Paul, qui disait il y a une malédiction autour des acteurs qui jouent les Skywalker. Est-ce que ça va être la même chose avec l'acteur qui joue Luke enfant? Et finalement, tout le monde a été pris par surprise parce que c'était pas Luke enfant un des protagonistes, c'était Leia. Et à la limite, je me suis dit, tu vois, bah, en fait, moi, j'aimerais bien avoir une série sur Leia, pourquoi pas. En tout cas, Oui, tout à fait. je serais intéressé, voilà. Enfin, j'ai trouvé ça super agréable, quoi. C'était rafraîchissant d'avoir un petit peu ce personnage-là et son petit droïde et tout. Enfin, j'ai adhéré à ça. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire pour vous poser la dernière question de cette émission avant qu'on passe aux recommandations. Mhm. Euh, Quelle suite? Est-ce que sais-tu si une saison 2 est prévue? J'ai entendu dire que devant le succès, il y aura peut-être une saison 2, etc. Et plus largement, est-ce
quelle est la suite que vous voudriez voir, vous, à Star Wars? Alors, est-ce que c'est une préquelle? Est-ce que c'est une suite? Est-ce que c'est l'univers étendu? S'il y avait une série, un film, quelque chose à faire sur Star Wars, qu'est-ce que vous voudriez voir? Je te laisse la parole, Marc, en premier par rapport à ça. Oh, Une seule, t'as le droit Obi-Wan, qu'à un choix. j'ai le droit qu'à une seule chose. Ben, moi, je détesterais pas de voir une deuxième saison d'Obi-Wan. Vraiment avoir le reste de l'histoire, de savoir qu'est-ce qui arrive, surtout qu'à la fin, on voit qu'il a enfin reconnu, enfin pu voir son ancien maître. Alors, il part, il me semble qu'il y a une porte ouverte pour ça. Et je n'irais pas ça non plus que dans cette série-là, on ait une histoire parallèle avec Reva, parce que je suis curieux de savoir qu'est-ce qui va arriver avec ce personnage-là. Hmm. Elle a un beau potentiel. Puis oui, c'était encore une fois, on va se reconvertir et tout ça, mais je pense qu'il y a un beau potentiel à voir là-dedans. Alors, c'est ça. Moi, je n'irais pas avoir une. Outre le fait que mon grand rêve absolu, ça serait de voir Timothée Zahn, la trilogie de Timothée Zahn au cinéma. Mais ça, j'ai mis une croix là-dessus depuis Alors, c'est quoi ça? Tu peux 2014. nous en dire deux mots avant qu'on passe à Greg? La trilogie du Jedi Fou de Timothée Zahn, c'était la suite qui avait été écrite du Retour du Jedi après. Timothée Zahn, où il y a l'arrivée d'un Jedi fou avec une flotte avec l'amiral Thrawn. C'était la première fois que l'amiral Thrawn a été mis à l'intérieur de tout ça. C'est 3 romans, et c'est vraiment une superbe trilogie Star Wars. Si vous aimez Star Wars, bien que ce soit une légende, je vous conseille fortement cette lecture-là parce que c'est vraiment très bien écrit. C'est vraiment super bien amené comme histoire et ça reflète une Il faut, superbe suite. il faut pas désespérer. Je pense qu'ils sont tout à fait capables de mettre une histoire de ce type d'une C'est façon ou d'une les autre. moyens de le Dans la faire. série Ahsoka ou autre, ils en sont tout à fait capables. Et toi, Greg, par Et rapport à Thrawn est Star Wars? apparu d'ailleurs dans Légende, alors c'est un personnage qui est maintenant canon. Alors, il n'y a rien qui l'empêche de le faire. Bah, je disais, moi, pourquoi pas une série sur la jeunesse de Leia, mais en même temps, je crois que si j'aspire à quelque chose, ce serait. Ils évoquaient à un moment donné ce projet d'une nouvelle trilogie de Ryan Johnson sur autre chose que les Skywalker, parce que finalement, quand même, la conclusion de la trilogie. De la troisième trilogie, c'était de dire bon bah finalement c'est une Skywalker quand même si elle n'est pas du sang des Skywalker. Bon, moi j'ai si on est reparti pour un tour de Skywalker, on n'en finira jamais. Voilà, à la limite, je préfère quand ça part explorer du nouveau, et en même temps, c'est vrai que j'aime bien quand il y a du Jedi, donc un peu des fondamentaux et un peu de nouveauté quand même. Après, moi, pardon. Non, vas-y, Pierre. Toi, Oui, tu as donc, peut-être à oui, quoi tu aspires? je voulais dire ça. Moi, ce que j'aspire, c'est d'en savoir un petit peu plus sur la Force, les Jedi, etc. Est-ce que ce sera de ce qui s'est passé après Rey? Est-ce que c'est de ce qui s'est passé avant les origines des Jedi? Mais j'ai toujours eu ce goût d'achever avec la prélogie ou avec les épisodes d'ensuite 7, 8, 9 où on nous dit jamais finalement bah, est-ce que c'est bien d'être un Jedi ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que finalement bah, ce qui leur arrive dans l'épisode 3 c'était pas mérité d'être autant enfermés dans leurs idées carrées, de pas s'ouvrir au reste et moi j'ai toujours finalement ce que j'attendais le plus de ces épisodes 7, 8, 9 c'était une conclusion ouverte qui nous dise ben voilà, on a ramené l'équilibre dans la force, et l'équilibre dans la force, c'est de ni être un Jedi, ni d'être un Sith, mais de choisir la voie du milieu. Et c'est un petit peu sous-entendu à la fin, mais tellement en filigrane que voilà, pour moi, c'est pas satisfaisant. Donc moi, c'est cette partie-là, c'est ce rapport à cette religion, on va dire, des Jedi que j'aimerais voir exploiter et mieux expliquer. Voilà. C'est un peu tout le paradoxe du personnage d'Obi-Wan finalement, parce que il se retire de la Force et puis finalement il fait encore en sorte que Luke redevienne un Jedi dans la trilogie classique. C'est à se demander pourquoi. Et ça, je terminerai là-dessus. Moi, c'est un petit peu mon regret de cette série-là, c'est que je crois, c'est un point de détail, c'est pas très important, mais pour que narrativement ça ait du sens, si la série s'était appelée Ben Kenobi, tu vois, j'aurais peut-être trouvé ça plus malin de se Ouais. dire il a cessé d'être Obi-Wan complètement et il devient Ben, alors que là ils l'ont placé en Ben qui redevient Obi-Wan le temps
d'une mission, et en plus redevenir Obi-Wan lui donne accès à son maître. Je sais pas, enfin, j'aurais préféré avoir une sorte de conclusion en disant bon, ok, je suis plus un Jedi, mais au fond, je suis devenu autre chose, quoi. Quelqu'un qui a fait son deuil, qui accepte de vivre avec ses fêlures et qui a grandi en dépit de ses fêlures, quoi. Qui accepte son passé, mais accepte d'aller de l'avant aussi. Puis je pense que la meilleure citation pour appuyer ce que tu dis, c'est Oui, Owen qui lui dit dans le film, le premier épisode, quand Obi-Wan lui dit à Luke qu'il il va devoir être formé, oui. lui répond du tac au tac, comme tu as fait avec son père. Mhm, Je pense que c'est oui, je pense que je pense que ça frappait comme une tonne de briques. oui, C'est vrai que la série elle aurait pu s'appeler Ben Kenobi, puis se concentrer sur ce côté ermite devenu. c'est ça. Et en même temps, c'est pareil, hein, je parlais de la symbolique, tu sais, c'est un des symboles qui m'a intéressé, parce qu'on est quand même loin de ces images-là habituellement dans Star Wars. Là, on a quand même une sorte de père adoptif qui veut amener un jouet, et puis en fait, on lui refuse ça. Tu vois, il y a la garde, l'histoire de la garde, partagée ou pas. Les deux, Beru et Owen, qui disent quand elle arrive et qu'elle dit et c'est pas votre fils, et il dit si, c'est le nôtre. Je sais plus comment c'est formulé, mais il dit c'est son oncle et sa tante, mais ils disent tous les deux non, mais c'est le nôtre, quoi, c'est notre enfant. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait des thématiques qui étaient super intéressantes là-dessus. En tout cas, je vous remercie tous les deux pour cette discussion autour Ben d'Obi-Wan et on oui, passe merci à maintenant tous les deux. aux recommandations de la semaine. Greg, qu'as-tu à nous proposer cette semaine? Alors, j'avais plusieurs choses, j'avais des BD, mais ça va me permettre de faire la transition avec la semaine prochaine, puisqu'on va parler de Buzz l'éclair, hein, c'est ça, hein, C'est ça. la semaine prochaine. Et j'étais pas hyper enthousiaste en voyant les bandes annonces, j'avais pas ultra envie d'y aller. Et au détour de ma navigation sur Disney+, je me suis aperçu qu'il y avait un documentaire qui s'appelle Au-delà de l'infini, qui est complètement consacré à Buzz l'éclair, le film, et comment ils en sont venus à l'idée de vouloir faire en gros, le film que Andy aurait vu au cinéma et qui lui aurait donné envie d'acheter le jouet, quoi, voilà, en somme. Et il y a cette partie-là, ils reviennent sur le personnage, comment il a été créé et tout. Et puis il y a des éléments de compréhension du film, d'intrigue du film qu'on n'a pas dans les bandes annonces. Donc j'ai trouvé qu'il y avait du spoil provoqué. Eh bien, ce spoil provoqué m'a donné un peu plus envie d'aller voir le film. Donc à ce D'accord. titre-là, bah, je vous le recommande et je recommande à nos auditeurs. Et toi, Marc? Moi, je suis allé voir Lightyear hier avec mes enfants. Je vous le dirai pas, Tu nous dis pas je vais parce pas qu'il vous vendre. faut pas qu'on raconte, il faut pas que tu nous influences, surtout pas, surtout pas. Je vous influence pas. Moi, c'est une BD que je vous propose. C'est pas une BD qui date de cette année, ça date de 2021. Mais je suis un grand amateur de Richard Maranzano. Je trouve que c'est un scénariste qui est extraordinaire, qui Salut écrit Richard toujours bien. d'ailleurs. Et il a sorti en 2021 avec Delvas, avec Gabriel Delmas, Circé la magicienne. Pourquoi je vous le propose? Parce que c'est une super BD visuellement. Et c'est l'histoire de Circé dans l'Odyssée numéro 10 d'Homère, mais racontée par les yeux de la femme. Alors, habituellement, on le voit toujours par les yeux de l'homme. Et là, Richard s'est amusé à venir nous raconter cette histoire-là par les yeux de Circé et de voir comment ces femmes-là sont soumises à la violence des hommes dans ce Tu, monde-là. tu C'est peux feuilleter un magnifique, peu tu peux montrer quelques pages à l'intérieur? super bien écrit, c'est vraiment très poétique au niveau des dessins, là. C'est un dessin qui surfe un peu avec le réalisme et l'onirique. C'est vraiment superbe. Et pour moi, ça a été un grand classique de 2021, cette BD-là. C'est toujours bien écrit. Puis Richard a toujours cette capacité-là de développer ses personnages, de nous amener vraiment un côté très humain dans ses personnages. Et il ne fait pas de différence avec cette BD-là. C'est chez Dargaud. C'est vraiment une très belle lecture. Et puis, Circé la c'est rare qu'on magicienne. voit Circé la magicienne. Et c'est rare qu'on voit cette histoire-là qui nous est toujours racontée par le côté masculin, le côté macho de ces héros-là, et qui sont des super-héros et tout ça. Alors ça, on le voit déjà aujourd'hui avec tous nos films. Mais ça fait du bien de prendre ça puis de déconstruire toute cette histoire-là, de nous l'amener vers cette version
féminine-là, ben, ça prenait rien que Richard Maranzano pour avoir cette idée-là. C'est vraiment une très, très belle lecture que j'ai beaucoup aimée. Alors, c'est vraiment une très belle lecture. On vous mettra tous les liens dans la description. Et toi, Pierre, alors est-ce que tu as une recommandation cette semaine? Oui, alors ma recommandation cette semaine, c'est un jeu vidéo. Je te vois sourire parce que j'ai fait mes devoirs cette semaine. Voilà, c'est un jeu vidéo. Il s'agit d'un jeu vidéo qui a déjà quelques temps, mais j'ai pris le temps de m'y remettre. Il s'appelle Octopath Traveler. Il est disponible sur Switch, sur PlayStation et Xbox. Donc c'est fait par Square Enix, c'est un JRPG assez classique dans son style, en tour par tour, donc en 2D. Mais il a cette particularité d'être une 2D avec des effets de profondeur qui sont très très bien rendus. Donc on a un premier plan qui est flou, on a un arrière-plan pareil qui est distant. On peut se déplacer en profondeur dans le champ. C'est pas un monde ouvert à proprement parler, mais à la façon des jeux en 2D, en fait, on se déplace quand même dans ces décors vers le haut, vers le bas, vers la gauche, à la droite, etc. Et c'est vrai que ça fait très très longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à jouer à un RPG classique de ce genre en 2D. Et, pour moi, il est du niveau d'un Secret of Mana, j'ai pas peur de le dire, en tout cas au Tu niveau l'as terminé? alors pas encore justement, j'allais venir après D'accord. à ses défauts quand même, parce qu'il en a, Ouais. il est pas dénué de défauts. Ouais. Euh, C'est-à-dire que dans la réalisation, dans le système de jeu, je trouve qu'il est très très réussi. C'est à ce niveau-là que je le mets par rapport à Secret of Mana. Après, par rapport à l'histoire, l'histoire est très intéressante. On suit 8 personnages qui ont chacun leur propre histoire. Bon, c'est pas hyper original, quoi. C'est les classiques du genre. Chacun a ses particularités. On va avoir un voleur, on va avoir une danseuse, on va avoir un archer, etc. Et ils ont des particularités, c'est-à-dire qu'ils peuvent interagir avec les PNJ. Ils peuvent leur demander de les accompagner, donc ça fait un cinquième membre qui lui a ses propres capacités, qui joue de son côté. Il peut leur voler des choses, il peut leur acheter des choses, il peut mener des enquêtes pour trouver du coup des coffres cachés, des indices pour résoudre des quêtes secondaires, des choses comme ça. Et pour ça, c'est assez bien fait. Et par contre, il a un gros défaut. Il faut farmer, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez fini votre chapitre 1, vous êtes à peu près au niveau 16-17, et le chapitre 2, il y a marqué niveau recommandé 21. Donc vous y allez la première fois et vous comprenez qu'en fait le niveau recommandé, c'est un niveau absolument obligatoire. Il faut que votre personnage le plus faible ait minimum niveau 22 quand c'est remarqué recommandé niveau 21. Sinon, vous allez vous faire défoncer. Voilà. Donc Ah c'est ouais. le seul regret que j'ai de ce jeu, c'est qu'il y a vraiment des passages où il faut farmer, où il faut passer 2-3 heures à faire monter ses personnages, à faire monter les capacités, à débloquer des classes, des choses comme ça. Mais sinon, il est très très agréable à jouer et les combats sont hyper dynamiques et surtout ils sont originaux parce que vous assommez vos ennemis et c'est comme ça que vous pouvez les battre. Et chaque ennemi a sa particularité. Il y en a un qui va être sensible au feu, l'autre qui va être sensible aux arcs, etc. Donc une fois que vous avez identifié les faiblesses de l'ennemi, vous l'utilisez contre lui, vous l'assommez et à ce moment-là seulement vous pouvez le battre. J'aimerais Voilà, bien voilà. avoir le temps, mais j'ai l'impression que tu as assez à en dire pour en faire une émission complète là-dessus. Effectivement, donc je m'arrête là. À à l'occasion. Et on va terminer avec les deux blagues de Cowboy Étoile dans le chat qui nous dit heureusement que Star Wars n'est pas en français, sinon on aurait eu Obi-Wan et après Obi-2. Obi-Wan, Oui. Obi-2. Voilà. Mais c'est de l'anglais, du coup, C'est de j'ai pas l'anglais. compris. Et la deuxième blague, Andy n'est pas intelligent, mais heureusement que Buzz l'éclaire. Voilà. Et c'est sur ce mot de la fin que je vous dis au revoir et qu'on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec Greg pour vous parler du film de Buzz l'éclair, Lightyear. Voilà. Et puis Bonne soirée Marc, à tous. on te dit à bientôt, Marc, à une prochaine. Avec très grand Bye, merci plaisir, beaucoup. effectivement. Et encore bonne fête nationale au Québec. Bonne fête nationale et bisous à tous les Québécois. Ciao, Salut, ciao. à la semaine prochaine.